Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo Star Wars où on va vous parler de The Acolyte, la saison 1 de la nouvelle série Disney Plus Star Wars, dont le premier épisode a été diffusé le 5 juin. Dans le cadre d'un mois de juin particulièrement chargé, notamment avec The Boys et House of the Dragon en face, et qui s'est clôturé le 16 juillet au terme de son 8e épisode. Série qui a fait énormément parler, dont les audiences sur Disney+ ne sont pas au beau fixe, mais en tout cas qui a fait beaucoup réagir, et qui est la première série dans l'univers de la Haute République. C'était fort attendu par les fans de la saga Star Wars. Pour en parler dans cette vidéo critique, alors on a attendu tout simplement que la saison soit terminée pour vous en parler, et puis on n'a pas pu faire autrement de toute façon, et pour en parler on a l'ami Greg, bien évidemment. Bonjour mon cher Greg. Salut à toi mon cher Kerr. Et du coup, ça me fait très plaisir de vous parler de cette série. Non pas parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette série, je vais être direct, mais parce que j'aime beaucoup la licence Star Wars, et cette série, elle a fait beaucoup de choses à Star Wars, et j'ai hâte de vous décortiquer un petit peu tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. D'abord, laissons la place à l'avis de Kerr, mais cette série, elle m'a fait beaucoup réfléchir à comment Disney approchait la licence, comment Star Wars actuel approchait la licence Star Wars, et les répercussions à qui appartient une licence, et plus particulièrement du coup de se poser des questions, parce qu'il y a eu beaucoup de brouhaha, il y a eu un énorme backlash, il y a eu des personnes qui ça se voit au niveau des notes. La série, si on se basait sur les review notes, bombing de ouf. aurait été aussi regardée que Game of Thrones. Alors autant vous dire, vu les audiences, c'est pas du tout le cas, donc c'est vraiment un vrai review bombing qu'il y a eu. Il y a eu des gens qui en masse ont mal noté la série avant même que la série ait son premier épisode de diffusé, juste parce que la série était jugée soit un coup woke, soit que c'était parce que l'actrice principale était une femme black, etc. Et après, il y a eu aussi beaucoup de très mauvaises notes, parce que la série n'a pas plu à beaucoup de monde. Je fais partie des gens à qui elle n'a pas plu, mais du coup, avant ça, ayons un autre avis, ayons l'avis de Kerr, avant que je puisse un peu vous détailler les différents points que j'ai notés sur la série qui m'ont le plus, et sur le Star Wars actuel, qui m'ont le plus marqué. Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé de cette série ? Alors The Acolyte, mon avis va être plus court que le tien, parce que vous allez comprendre pourquoi. The Acolyte, c'est une série que j'attendais, oui ou non, oui et non. Je l'attendais parce que c'était les premiers pas dans la Haute République, que la Haute République, je le lisais en bouquin, et l'ouverture dans la Haute République. Alors, vous savez, il y a plein de bouquins, de comics, de romans ados, etc., qui forment un ensemble sur la Haute République. C'est assez complexe d'ailleurs à suivre, mais il y a des romans adultes que nous avait conseillé Red dans une précédente vidéo sur Star Wars, qu'on vous invite à regarder d'ailleurs, où on parlait de l'avenir de Star Wars. On parlait de The Acolyte notamment. Il nous avait conseillé un livre sur la Haute République, et moi j'avais commencé ce livre en me disant « Waouh, mais... En fait, c'était génial. La première partie de ce livre-là, c'était ce que j'avais vu de mieux, lu de mieux dans Star Wars. Donc je me disais, la Haute République, il y a un vrai potentiel, il y a un vrai univers, on n'est plus dans l'Empire, on n'est plus dans l'après-Empire, on n'est pas dans l'apostologie, il y a vraiment quelque chose qui est solide, et où il y a plein d'idées, ça foisonne de partout, c'est génial. Et The Acolyte, c'est quoi finalement ? C'est cette série à fantasmes, parce que la Haute République, enfin, on en a terminé avec l'univers Skywalker. C'est une série qui, j'ai pu le constater, a fait perdre la raison, et dans le contexte actuel, a permis à plein de monde de faire ce qu'ils préfèrent, c'est-à-dire s'affronter. On a d'un côté les pro-acolytes, de l'autre côté on a eu les anti qui ont dit que c'était la pire série de tous les temps, les autres qui ont dit que c'était la série la plus woke de tous les temps. Bref, énormément d'exagération dans toutes les parties, et encore une fois malheureusement certains qui ont mis une œuvre au milieu de batailles idéologiques. Moi j'ai regardé ces 8 épisodes, j'ai essayé de me mettre dans cette ambiance totalement excessive, mais malgré mes efforts, et vraiment j'ai fait des gros efforts chaque mercredi, je suis complètement passé à côté de tout ça. Mais vraiment de tout ça. Pourquoi ?
parce que il y a pas la Haute République déjà. Et ça, c'est un élément qui moi m'a sidéré. Ça allait en toile de fond, mais alors très très loin, un peu là, par là, zoomez un peu plus. Ouais, vous la verrez peut-être si vous plissez un peu les yeux. On est encore en fait dans la saga Skywalker. Globalement, on a Darth Plagueis, on a Yoda, donc on est dans la saga Skywalker. C'est quand même des éléments, c'est quand même des personnages qui sont très importants dans. Quand je parle de la saga Skywalker, c'est les Skywalker et ce qui gravite autour d'eux. On n'est clairement pas sur le meilleur de Star Wars. Ça, c'est une évidence. Rien qu'en termes de série, je pense qu'Andor ça s'essuie les pieds dessus. Et il n'y a pas que Andor. On n'est pas non plus devant la pire série de l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas exagérer. Et moi, j'ai rien vu de woke dans la série. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est une série au format qui est mal fagoté, plutôt bien produite, qui ne m'a rien raconté d'intéressant. Rien de surprenant. Pas vraiment de rebondissement, de péripéties. J'ai eu l'impression de voir en fait une espèce de coquille vide qu'on me balançait tous les mercredis, avec des bons acteurs. C'est vrai, les acteurs sont bons, mais qui avaient de très mauvais personnages. Donc du coup, dans cette série, ils n'étaient pas bons. The Acolyte ne m'a rien raconté, et pire que ça, elle ne m'a jamais intéressé. Il y a bien, sur la fin, j'ai essayé d'imaginer quelques petites théories pour essayer de m'ambiancer, mais même pas. Pire que ça, et là où je vais probablement rejoindre certains de tes points abordés après, mon cher Greg, en petite crotte de chien sur le gâteau, elle a même réussi, en ne me racontant rien d'intéressant, elle a même réussi à flinguer un peu plus l'univers Star Wars, comme l'avaient fait d'autres séries précédemment, ou d'autres films, hein. Obi-Wan, Boba, Ahsoka, la postologie, etc., qui sont d'autres loupés du côté de Star Wars. En fait, cette série le truc qui me perturbe le plus dans The Acolyte, c'est que l'enveloppe est plutôt propre, mais elle ne m'intéresse pas du tout. Et ça illustre à merveille ce que Disney Plus fait avec Star Wars et avec Marvel depuis quelques années. C'est me proposer un espèce de bol de soupe sans sel, dans le seul et unique but que je prolonge mon abonnement. Alors vous allez me dire, prolonger l'abonnement, c'est le nerf de la guerre de toutes les plateformes et de toutes les chaînes. Nous maintenir devant un programme pour que on soit là après la page de pub. Sauf que des séries qui sont pas bonnes du tout ont quand même une construction qui est faite pour te tenir en haleine. Un épisode des Experts ou de NCIS, c'est pas terrible. Alors les Experts, Las Vegas, c'était très réussi, mais prenons d'autres séries moins bonnes, où il y a un crime, une enquête, etc. T'as quand même envie de savoir qui est le meurtrier et comment ça va se terminer. Là, non. Donc, dans cette série, rien ne m'a intéressé. C'est vraiment l'ennui, quoi. Et pour moi, c'est inédit, cette manière de consommer des séries sur Disney+. J'avais jamais eu ce truc-là de la série qui au final, ne me propose rien et s'appuie juste sur une licence qui doit suffire à te maintenir sur ton canapé pendant plusieurs semaines. Donc, et quand je vous dis que ça m'intéresse pas, c'est que là, très honnêtement, The Acolyte dans son entièreté, je l'ai trouvé moins intéressante que n'importe quel épisode de The Bad Batch, par exemple, la série animée Star Wars. Donc Star Wars, c'est encore faire des choses de qualité. Et The Bad Batch, c'est une série cool, avec des personnages sympas. Il y a une vraie intrigue dans chaque épisode. Là, The Acolyte, non. En fait, je suis resté de marbre devant cette série. Je me suis profondément ennuyé. Très honnêtement, le mercredi, elle sortait, j'oubliais. C'est Greg qui me le rappelait. Enfin, elle aurait été annulée entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Enfin, je cite ces épisodes comme ça au hasard. Hein. Ça m'aurait pas dérangé le moins du monde. La showrunneuse a expliqué qu'elle avait eu aucun contact pour une suite, alors que la série se termine sur un cliffhanger, donc je m'en fous. Voilà, il y a quelques éléments de communication qui m'avaient déjà refroidi au début, au niveau de la showrunneuse, quand elle expliquait que elle avait pris Carrie-Anne Moose, donc qui jouait Trinity dans Matrix, parce qu'elle voulait du Matrix dans Star Wars,
Alors je trouvais la déclaration stupide parce qu'en fait, cette actrice ne peut pas être limitée à un rôle qu'elle a eu. Et en fait, si, dans la série, ils ont littéralement fait une scène de Matrix dans Star Wars. Ok. Elle a fait pareil avec Daphne Keane, donc X-23, qui a fait plein d'autres trucs depuis. Et elle a dit, bah moi je voulais X-23 dans Star Wars. Ok. Enfin, il y a eu des déclarations qui m'ont un peu refroidi. Mais je suis pas rentré dans toutes les polémiques. Il y a plein de choses qui m'ont complètement échappé. J'ai regardé les épisodes, là où certains ont fait des analyses hyper pointues sur des messages incroyables. Moi, non, j'ai pas vu ça. Et j'ai juste vu une série qui était franchement ennuyeuse. Et elle était ennuyeuse parce qu'elle ne m'a rien raconté de neuf. Tout ce qu'elle développe, on l'a déjà vu dans d'autres œuvres et fait de manière plus intéressante. Donc, non, grosse déception. Très grosse déception. Et toi, mon cher Greg? Et bah du coup, mon cher Kerr, je vais te rejoindre sur plein de points, donc je vais essayer de passer ces points-là plus rapidement et d'aller un petit peu au sel. En gros, c'est une série qui, je pense, ne mérite pas d'être prise au sérieux. Pourquoi ? Parce que c'est une série qui a annoncé qu'elle était une série à 180 millions de budget, donc un budget massif, proche de Andor qui avait été annoncé à 200 millions presque. Donc une série vraiment qu'on est censé avoir une série événement qui veut aller chercher le potentiel de faire parler ou d'avoir l'ambition d'un Game of Thrones ou d'une série vraiment très très lourde. Et en fait, Je peux ajouter un point sur le budget si tu vas-y, mon cher gars. tu en parles. Moi, je n'y crois plus du tout aux annonces sur le budget. Et un des meilleurs exemples, alors Disney est habitué, tu en as déjà parlé dans les news, il y a des histoires de crédits nananer. Pour moi, c'est de la com. On s'était déjà fait avoir avec WandaVision à l'époque. On s'est refait avoir avec d'autres séries. On s'est demandé où était le budget de séries Disney. Mais il n'y a pas que ça. Là, Apple TV vient d'annoncer qu'ils avaient dépensé 20 millions de dollars par épisode de Severance, la saison 2. Moi, j'ai vu la saison 1 de Severance. Jamais, ou alors la saison 2, elle est complètement plus du tout comme la première saison. Mais les budgets, j'y crois plus. C'est de la com, c'est pure bullshit. Donc voilà. C'était mon avis là-dessus. Alors, Severance, justement, c'est une excellente série, hein, mais il n'y a pas un budget de ma boule. Hein. pour appuyer ce point-là, si vous l'avez pas vu, la série Fondation sur Apple TV+, allez regarder un trailer si vous êtes curieux, est une série dont la qualité de production ne peut pas être décriée. J'ai lu Fondation, la série, elle s'assoit sur l'histoire de Fondation, mais la qualité de production de la série est excellente. Et la première saison, c'est 45 millions de dollars toute la saison. Et la deuxième saison, qu'ils ont voulu beaucoup plus ambitieuse, c'est 100 millions de dollars. D'imaginer que donc le budget est 4 à 5 fois moindre que sur la première saison que la saison de The Acolyte, c'est pas possible. On peut pas regarder les deux séries et se dire il y en a une qui a 4... surtout que The Acolyte, soyons clairs, il n'y a pas d'acteur qui a coûté cher. Ils ont pris Sol, qui est le seul gars qui est connu. Tous les autres, c'est quasi no-name. C'est des personnes qui ont fait un petit peu de rôle par-ci, par-là, etc. Daphne Keane, on la reconnaît de X-23. C'est pas une actrice qui coûte des dizaines de millions de dollars pour l'avoir dans sa série. Donc c'est une série qui a fait beaucoup d'annonces pour qu'elle soit prise très au sérieux. Première série de l'univers, cette penche de l'univers étendu. Donc on rappelle l'univers de tout ce qui avait été fait et écrit avant le rachat par Disney, donc Legends, donc Star Wars Legends, a été supprimé. Et petit à petit, ils reprennent des bouts et ils réécrivent des bouts pour faire le Star Wars étendu. Et le Star Wars étendu a développé, comme Kerr le disait, pendant le Covid, ils ont fait une grande annonce. Le focus sera la Haute République. Il va y avoir des livres, des comics, les lisant en audiobook. Et le point culminant sera cette série, The Acolyte. Donc on a une série... La communication la met au firmament. En plus, première fois où on va avoir le côté des sites, etc. etc. Donc, une série qui a une communication qui la montre, qu'il y ait une ambition importante. Et je pense que ça, c'est le premier piège avec cette série, c'est que ça, c'est la communication. Dans les faits, la série est une série mineure, que ce soit en tant que série, c'est une série mineure, et dans l'univers de Star Wars, c'est une série mineure, mais
qui, malheureusement, utilisent des éléments importants qui vont toucher de manière importante le lore. Mais ça, je vais en parler dans la dernière partie de mon avis. Donc, en fait, il faut vraiment... Le premier point, c'est quand on regarde cette série, si on a été hypé, c'est de se désenfler. Parce que on va avoir des images dont la qualité de production est de médiocre à moyenne à catastrophique. Je vais vous prendre quelques exemples sur la qualité de production. Les décors, quand on est dans les villes, ça se voit. Alors, en tout cas, sur un écran en 4K, j'ai pas une télé de 90 pouces, hein, j'ai une télé tout à fait normale. Et en 4K, on voit complètement que le décor, c'est du décor construit. Ça n'a pas du tout l'air réaliste. Les forêts, c'est une catastrophe intersidérale. On voit qu'il y a vraiment la partie avant-scène, donc là où il y a les acteurs, c'est des plantes, beaucoup de plantes factices. À l'arrière, on voit que c'est du décor et ensuite on voit que c'est de l'écran et du fond vert, et du volume, comme ils disent. Et le truc, c'est que la qualité de production de la série montre que c'est une série qui n'a soit pas eu d'ambition, soit qui a été faite par des gens qui savaient pas ce qu'ils faisaient en fait. Donc, du coup, il faut déjà se désenfler sur la série, se dire c'est une série mineure, sinon on ne peut que être déçu. Sur la production, il y a les costumes. Les costumes, globalement, les Jedi, assez régulièrement, je fais pas une très grande différence entre la qualité des costumes de la série et les costumes qu'on peut... Enfin, il y a une différence qui est énorme avec la qualité des costumes dans les films. Reprenez de 1 à 6 les films. Les costumes des Jedi ont l'air réalistes, ils ont l'air usés, etc. Là, tout est neuf. On a l'impression que ça vient d'être produit il y a quelques jours, que c'est du plastique. On a vraiment l'impression qu'on est sur du cosplay plus sur certains des personnages. C'est très très surprenant, encore une fois, à l'image des décors, de voir ce genre d'erreur. On est sur une qualité de production qui, je pense, c'est Legend of the Seeker. Pour ceux qui connaissent les séries d'Heroic Fantasy, c'est une série qui avait pas de thunes et qui essayait de faire ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens. C'est à peu près le niveau de ce qu'on voit. La musique, Kerr, qui est un grand fan de musique, ne vous en a pas parlé parce que je suppose que Kerr, ça ne t'a pas marqué. Moi, la musique, j'ai eu l'impression de ne jamais en avoir entendu ou d'avoir entendu vite fait quelques accords, etc. La musique qui est un des éléments les plus importants de Star Wars. Quand Jon Favreau et Filoni ont fait Mandalorian, ils sont allés chercher Göransson pour faire la musique de Mandalorian est ouf. Quand ils ont fait la musique, ils ont dit Star Wars, le truc. Même les gens qui n'aiment pas Star Wars, ils seront les premiers à dire que la musique de Star Wars est ouf. Qu'est-ce qu'ils font ? Même la musique d'Ahsoka. La musique d'Ahsoka, je l'ai découvert là il y a quelques semaines. Elle est loin d'être random en fait. Il y a quelques thèmes d'Ahsoka qui sont réussis. Là, je te rejoins, The Acolyte. Donc même Bad Batch a une bonne BO. Hein. On continue. Alors, je vais après aller sur les trucs un peu plus salés, des incohérences et tout. Mais là, sur les points vraiment de production classique qui veulent dire est-ce que les gens ont pris du soin, est-ce qu'ils ont eu du temps pour travailler, la série, clairement, nous donne l'impression que soit c'est bâclé, soit qu'en fait, ils ont eu un budget qui est très, très minime. Mais là, vraiment, si Fondation, c'est 45 millions, ça voudrait dire que le budget réel était peut-être aux alentours de 20 millions. 1 million l'épisode, 2 millions peut-être l'épisode, avec une série qui nous a annoncé 180 millions de dollars en budget. C'est pour ça que, en fait, en faire le parallèle entre ce que Disney annonce de ce qu'ils font et de ce qu'on voit, le grand écart est tellement important que forcément, ça crée des attentes qui sont déçues. La réalisation, d'une manière générale, est extrêmement paresseuse. Il y a très 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 peu de plans qui sont ambitieux. Il y a très peu de beaux plans. Je trouve qu'il y a un moment qui est il y a deux moments qui sont très réussis dans la série. Il y a le combat de vaisseau, la poursuite de vaisseau entre Mahé et Sol quand ils sont en train de vouloir se suivre dans le champ d'astéroïdes. J'ai trouvé cette scène assez réussie et globalement assez jolie. Les combats, il y a des combats qui sont très réussis. Alors, par contre, ne vous arrêtez pas et ne faites pas du image par image. Le combat de Khumir contre les autres Jedi dans l'épisode de la forêt,
Bon, concrètement, si vous faites pause, comme j'ai dû le faire pour analyser un peu la série, on voit qu'il y a des Jedi qui sortent du champ pour laisser la place à d'autres Jedi de combattre, et donc on suppose que les acteurs ils sont comme ça en train d'attendre. Oui, j'ai vérifié parce que des gens m'ont dit, oui, j'ai vérifié. Est-ce que c'est pas des moments où les Jedi avaient leurs sabres qui sont déconnectés parce qu'ils ont touché le métal qui désactive les sabres laser. Donc la réponse c'est non. Ils sont juste en train d'attendre. Mais n'empêche que quand on regarde les scènes de combat globalement, il y a des belles chorégraphies. Il y en a qui sont complètement loupées. Osha et Mae complètement loupé ce combat. Mais par contre, Sol contre Kimir et Kimir contre tous les Jedi, j'ai trouvé que ces combats étaient très réussis et auraient eu leur place dans un Star Wars film, même si effectivement on revient sur tous les commentaires, le décor fait trop décor, les costumes font trop costumes, etc. Donc globalement une série qui pour juste son enrobage, bah ça lui sert pas. Mais maintenant la question c'est une fois qu'on dit ça, ce qui est le plus important, quoi, le jeu des acteurs, le scénario, parce que bon, la réalisation, vous l'avez compris, c'est décevant. Et surtout, par exemple, il n'y a pas de money shot, c'est-à-dire que souvent, quand il y a des annonces de budget comme ça, ils vont mettre 2-3 millions sur des plans magnifiques, incroyables, qui vont fixer une scène qui va vraiment marquer tout le monde. Pour prendre une série comme The Boys, si vous regardez, quasiment tous les épisodes sont faits pour qu'il y ait une séquence qui coûte plus cher que les autres en termes de production, pour que ce soit la scène dont tout le monde parle à la machine à café. Parce que on va en parler à la machine à café, la personne va prendre son abonnement, elle va regarder la série. C'est la logique des séries. Hein. C'est de quel va être le sujet dont on va parler à la machine à café pour que le bouche à oreille marche. Là, la série n'a quasiment jamais de scène money shot. C'est les quelques scènes que je vous ai dit, quoi, les 2 scènes de combat et la scène de vaisseaux spatiaux. Sur une série de 8 épisodes, qui est une série à autant d'ambition, c'est ma foi beaucoup trop peu. Les acteurs, je trouve que le casting est complètement loupé. Il y a l'acteur qui joue Sol, que je trouve qui est le seul qui tire son épingle du jeu. J'ai regardé la série en anglais. Oui, alors il a appris l'anglais pour le rôle. Oui, ça se sent. Il y a des dialogues où on ne comprend pas. En tout cas, moi, je n'ai pas compris ce qu'il dit. Heureusement qu'il y avait les sous-titres. J'ai vu que globalement, au niveau du public anglophone, il y avait régulièrement la remarque qu'ils ne le comprenaient pas tout le temps. Mais, mis à part ça, c'est la seule personne de la série qui véhicule de l'émotion. Donc vraiment, lui, et alors les dialogues qu'il a, on va en parler après, les dialogues qu'il a sont souvent abyssales, mais par contre, il y a une vraie émotion, il y a une vraie humanité qui sort, et on sent vraiment un Jedi. Vraiment à l'image, je trouve que on a un Jedi qui est un peu à l'image de Qui-Gon, qui est un peu plus mesuré, qui est pas parfait. Vraiment, on a un acteur qui, je pense, s'est donné complètement. Là où à l'inverse, je pense que la pire prestation, c'est Venestra, donc la Jedi verte. C'est vraiment, je trouve qu'elle ne véhicule aucune émotion dans toutes ces scènes. Je l'ai trouvé catastrophique. Dernier épisode aussi ? Mais justement, je l'ai trouvé catastrophique, et quand tu te dis que c'est une des rares personnages qui est gardé de la saison 1 à la saison 2, c'est tant pis pour notre gueule, quoi. Donc, oui, mais dans le dernier épisode, alors je suis d'accord avec toi, elle est transparente. Mais dans le dernier épisode, pour le coup, vraiment dans les dernières scènes où elle explique la mort de Saul, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Moi, j'ai l'impression, je comprends complètement ton avis, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus que c'est un moment où l'histoire avance enfin, et comme elle a des trucs à dire qu'on a envie d'écouter, ça lui donne de l'importance. Mais son jeu d'acteur en elle-même, je le trouve complètement cata, quoi. Donc ça, c'est vraiment le pire du pire, c'est Venestra pour moi. Je sais pas pourquoi cette actrice a été castée dans ce rôle-là. Elle n'a aucun charisme. Bon, ok. Donc ensuite, il y a Amandla, l'actrice qui joue Osha et Mae. J'ai rien à vous dire. Elle est complètement insipide. Elle n'a quasiment jamais aucune émotion. C'est vraiment c'est la deuxième
plus mauvaise prestation de toute la série. Et puis après, on fait Yord, qui est une espèce de comic relief un peu chelou, un peu cringe. On a Daphne Keane. Tommen est nul. Pardon ? L'acteur qui joue Tommen dans Game of Thrones, pareil, je trouve bizarre. Ah oui. Ouais, après le maquillage l'aide pas, parce que qu'est-ce qu'il est, le maquillage de quand on le fait vieux, qu'est-ce qu'il est loupé. Mais oui, il est transparent. Mais après le truc c'est que je veux pas non plus charger des acteurs qui n'ont pas été aidés. Une grande partie des dialogues sont hyper pauvres. Déjà, ils répètent souvent les mêmes informations. Quelqu'un donne une information, l'autre personne la reformule. Donc la série nous prend vraiment pour des débiles. Et ils ne disent jamais quelque chose d'intéressant. Il n'y a jamais un moment, je me suis dit, ce bout de psychologie, ce bout de cette pensée-là, etc., intéressant. Enfin, vraiment, donc forcément, en tant qu'acteur, s'ils n'ont des scènes qui ont peu d'enjeux et des dialogues pauvres, avec quel biscuit tu veux qu'ils travaillent, quoi. C'est sûr que Amanda, par exemple, quand elle fait des interviews et où elle est souriante, machin, etc., j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intéressant en interview que elle n'est dans la série. Qu'on aime ce qu'elle dise ou pas, c'est même pas le souci. C'est que j'ai l'impression que quand elle est dans la vie réelle où elle peut sourire, elle peut faire des trucs, elle a plus de charisme que dans la série où elle est engoncée, elle a toujours la même remarque. Il y a ce mème sur internet qui tourne avec Anakin qui est en train pour la première fois de faire un force choke, donc quand avec la force ils sont en train de faire mourir quelqu'un, et de voir Amanda qui fait pareil à Sol, elle n'a aucune expression faciale, on a l'impression qu'elle a un visage paralysé à ce moment-là. Enfin, bon, je vais pas m'apesantir sur les acteurs, ils ont pas de biscuits, les dialogues sont pas bons, avec quoi est-ce que vous voulez qu'ils puissent jouer, quoi. Mais alors petite mention quand même pour Kimir, je trouve que l'acteur a pour le coup a pas mal de charisme et il joue le truc. Alors on va en parler de pourquoi il joue à un truc un peu sensuel, etc., qui est déstabilisant. Je rajoute un truc sur Kimir. Vas-y. Là où c'est intéressant, c'est qu'il joue aussi un personnage qui est diamétralement opposé au personnage qui l'a rendu célèbre, qui était son personnage dans The Good Place. Donc ça, pour le coup, moi j'ai été étonné, vraiment étonné. Et je suis d'accord avec toi, quand il devient Sith, il y a plusieurs moments où il est bon, en effet. Ah vraiment, je trouve que pour le coup, Sol et Kimir sont les deux seules personnes qui tirent vers le haut la série au niveau du jeu, parce que les Daphne autres... Keane aussi. Oui, Daphne Keane est très bien et elle est complètement sous-exploitée. Complètement sous-exploitée. Elle a une très bonne scène de baston et c'est une des meilleures scènes de la série, je trouve. Mais bon, elle est sous-exploitée parce que la série exploite très mal ses personnages. Moi, peut-être que tu en parleras, mais le format 30 minutes, pour ce genre d'histoire, c'est pas possible. Tout le monde dit que c'est un film qui est coupé en partie 30 minutes, mais en fait, c'est comme ça. Donc, et du coup, elle est mal exploitée et ils lui font une sortie marquante. Ça, c'est indéniable. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus présente. Mais tout est relatif parce qu'en fait, j'en avais tellement rien à faire qu'au final... il y a peu d'enjeux, il y a vraiment peu d'enjeux. Parce que si l'enjeu c'est de dire est-ce que l'âme de Osha et Mae va être sauvée des méchants Sith, et qu'en fait on se rend compte que la série, en gros, Osha et Mae en fait ont envie d'être des Sith, dans le cas de Osha à la fin, et que le but c'est que les Sith gagnent, c'est sûr que l'enjeu forcément et la mécanique de base, ça va être compliqué. Le truc c'est que, et alors là pour le coup je spoil rien, si vous avez vu notre critique, c'est que la mécanique de la série, c'est qu'à chaque fois qu'un Jedi va arriver, il va forcément en contact avec les Sith, il va forcément mourir. Donc parce que il y a cette phrase dans les films que les Jedi n'ont pas vu de Sith depuis 1000 ans. Donc forcément, à chaque fois qu'on voit un Jedi qui s'approche de Kimir ou maintenant de Osha, il va crever, du coup va avoir de l'empathie ou de l'intérêt pour un personnage dont tu sais déjà qu'il va mourir dans 20 secondes, un épisode, 2 épisodes, clairement quoi. Accessoirement, je veux pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est des Sith, pas des Sith. La showrunneuse les appelle des Sith, l'équipe qui fait le film, la série les appelle des Sith, c'est des Sith. Voilà. Ceux qui veulent pas les appeler des Sith ou qui disent non mais il y a un doute, c'est pour vous. Les gens qui font la série ont décidé et ce sont des Sith. Le truc c'est que maintenant passons sur le scénario. Le scénario il est inconstant.
il est inconstant et le scénario, je vais en parler de deux manières. La première, c'est sa pauvreté, son inconstance, mais également ses incohérences. Ça sera ma première partie. Et la deuxième partie, c'est sur ce qu'il y a en dessous. La première partie, donc le scénario, les personnages sont inconstants. Il y a, on prend l'exemple de Yord, quand il y a Sol qui dit à Yord non mais va-t'en avec Osha. Ils partent avec Osha. Et puis quand en fait l'histoire c'est plus intéressant qu'il revienne, et il revient. Il change d'avis. Les personnages changent d'avis souvent très régulièrement. La manière dont ils ont monté, et c'est pour ça que je pense que vraiment la série a été faite n'importe comment, c'est que parfois il suffit il y a 2 scènes d'affilée, les personnages vont changer d'avis alors qu'il ne s'est rien passé. Donc en fait, on peut se dire, ils avaient prévu de mettre une autre scène au milieu qui a été coupée, et puis ils l'ont pas tournée, et c'est assez étrange. Il y a une des scénaristes qui s'est exprimée sur le fait que par manque de budget, il n'avait pas tourné un élément qu'il trouvait intéressant. Donc en fait, on se retrouve encore une fois confronté à les gens qui s'intéressent à cette série. D'un côté avec l'information que la série a un budget gargantuesque, et de l'autre, on peut pas tourner des trucs parce qu'il n'y a pas les thunes. Donc débrouillez-vous quoi. Donc là, finalement, nous, on est obligé de juger sur ce qu'on voit et pas sur ce que ça pourrait être. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des scènes où les personnages vont changer d'avis d'une scène à l'autre. Débrouillez-vous. Il y a des épisodes entiers qui n'ont aucun intérêt. Il y a un épisode qui est celui juste avant le combat dans la forêt. L'épisode, c'est les Jedi qui se déplacent dans la forêt. Il se passe rien d'autre. Il y a une semaine, donc en fait on a attendu une semaine pour avoir un épisode de les Jedi arrivent avec leur vaisseau dans le monde de la forêt. Ils se déplacent, ils arrivent, fin de l'épisode. Alors oui, vous allez me dire, il y a le teasing de Kimir qui les pousse et tout. Ok, mais ça c'est le début de l'épisode d'après. Donc on a eu un épisode, on s'est tapé 30 minutes de notre vie, où on aurait pu faire plein de trucs, on aurait pu vraiment, littéralement faire n'importe quoi d'autre de productif, et la série nous a volé 30 minutes de notre temps. Et là, c'est marquant pour un épisode, mais il y a le fait de revoir les scènes dans l'avant-dernier ou avant-avant-dernier épisode, de revoir les scènes sous un autre angle pourrait être intéressant, mais si on revoit exactement la même scène sous un autre angle, ça n'a pas de sens. La série a vraiment été fait... il y a un vrai manque d'intelligence dans la gestion du rythme de la série, dans qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce manque d'intelligence, vous allez voir que je vais y revenir de plus en plus parce que c'est de plus en plus visible quand on gratte un peu la surface. Je parlais d'incohérence. Alors là, je vous fais un petit florilège. Basile, donc le tracker, attaque Mae dans une scène. La scène, quelques scènes après, il empêche Sol d'attaquer Mae. Pourquoi il ne s'est rien passé? Pourquoi est-ce qu'il change d'avis? Incohérence, on ne sait pas. Yorn qui va dans un sens puis dans un autre, je vous l'ai dit. Osha voit son ami Dafnekin mourir devant elle. Elle trouve ça horrible. La scène d'après, elle est assez fine avec l'idée d'être avec le Sith qui l'a tué. Il n'y a pas trop de problème. On veut nous montrer que les Jedi sont peut-être méchants parce qu'en fait c'est eux qui ont attaqué le couvent des sorcières, sauf que la sorcière, donc je pense à la mère, quand elle se transforme comme ça en espèce de démon, etc., si vous faites un arrêt sur image, ils lui ont mis des dents hyper pointues, etc., donc c'est vraiment un monstre. Sol met un coup à quelqu'un qui se transforme en monstre devant lui, mais la série nous dit en fait non, mais il est pas sympa, c'est lui qui a tué, etc. Mais il a tué en légitime défense. Non, il fallait que le démon le tue. Enfin, la série, encore une fois, est-ce que c'est par bêtise? Est-ce que c'est par manque de cohérence? La série nous dit quelque chose d'autre juste après, il n'y a pas de souci. Pourquoi Sol a besoin de ramener les 2 jumelles pour prouver qu'il y a une vergence sur cette planète? On ne sait pas, il peut pas. Il est vraiment obligé. Il y a pas genre toute la nature de toute la planète qui justement l'a prouvé. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. En quoi ces 2 sœurs sont vraiment une vergence? C'est des parties qui sont complètement. C'est ta gueule, c'est magique. En gros, le résumé de ces parties-là. Il y a ensuite. Mais j'ai rien dit.
Non, mais je parle des showrunners. Il y a les Jedi qui font une enquête sur une planète pendant des semaines. Et à aucun moment, quand ils sont arrivés sur la planète, aucun de leurs capteurs, aucun de rien, n'a jamais montré qu'il y avait une énorme forteresse avec de nombreuses personnes en vie dessus. Non, bah pourquoi ? Alors que dans les films, on voit qu'ils font des scans de la planète avant d'arriver, il y a des formes de vie et des trucs. Là, la série, ça n'existe pas parce que du coup, il ne pourrait pas y avoir de surprise, etc. Il y a une Alors collection... que dans les livres, si je peux me permettre, dans les livres sur la Haute République qu'on a lu tous les deux, les Jedi ont une telle puissance qu'ils arrivent à être connectés entre eux, à savoir tout ce qui se passe, etc. On est vraiment dans la Haute République avec des Jedi qui sont beaucoup plus puissants, organisés que dans les Jedi qu'on a vus dans la saga Skywalker. Donc, on voit une Jedi dans le premier j'étais film sur la Haute République. Pour aller dans ton sens, le premier film, donc le premier livre, La Lumière des Jedi, on voit une Jedi qui aide à coordonner et à lier l'esprit de Jedi dans un combat spatial, stellaire et tout, en temps réel entre tout le monde. Et là, ils sont pas capables de sentir des gens qui sont à quelques mètres ou kilomètres sur la même planète. Pour que les gens comprennent bien à quel point les Jedi sont puissants, là tu parles de combat, c'est plutôt même un sauvetage d'une galaxie. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de planètes et ils sont liés entre eux pour sauver des gens dans la galaxie. Donc là, on a vraiment des Jedi qui sont craqués, quoi. Et là, en effet, t'as raison, ils sont sur la planète depuis des lustres et c'est là où vraiment je trouve que la Haute République ne sert à rien. Vraiment. Tu ne peux pas faire un lien, c'est impossible. Que tu fasses un lien entre le bouquin qu'on a lu et The Acolyte. Pour moi, c'est deux mondes complètement différents. Je vais en parler après, mais du coup, la série nous dit c'est la Haute République. Et derrière, en fait, il faut être un fan pour comprendre ce qui se passe, je pense. Parce qu'il faut avoir envie de se souvenir que Dark Plagueis, qui est cité qu'une seule fois dans les films, en fait, c'est lui qui va être le méchant principal, de comprendre tout ce qui se passe et tout dans cette république et que ce que ça va... Il faut être un fan pour s'y intéresser et pour comprendre. Et la série, en fait, demande en permanence qu'on ne s'intéresse pas trop, qu'on ne se pose pas trop de questions, parce qu'il y a trop de trous. Je vais juste terminer avec les incohérences rapidement. Là, tu as fait une remarque intéressante et c'est peut-être aussi le problème des productions Star Wars actuelles. Les productions Star Wars actuelles ne parlent qu'aux fans. Ahsoka, si tu n'as pas vu Rebels qui s'adressait déjà aux fans, parce que série animée, ça ne touche pas le grand public, surtout, série animée adulte ne touche pas le grand public. Ahsoka, si t'as pas vu Rebels, tu galères de ouf. Là, Dark Plagueis, t'as raison, mais il est quand même évoqué dans la Revanche des Sith. Là où c'est très cool de le voir pour la première fois. C'est peut-être un des rares trucs c'est même le seul truc qui m'a vraiment marqué du dernier épisode. Les gens attendaient ça depuis des lustres, mais c'était quand même hyper téléphoné. On en a parlé avant que la série commence. On disait ah oui, ça tombe, c'est juste Dark Plagueis qui va être le maître du Padawan qui veut un acolyte. Et en fait, on avait tapé dedans, quoi. Et on avait dit aussi autre chose. On avait dit à tous les coups, ils vont nous ressortir Yoda. Bon, voilà. Et il n'y avait pas que nous. Je dis pas qu'on est devin. C'est littéralement tout le monde l'avait dit, ça. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Du coup, pour terminer sur des incohérences, je vais pas vous faire une liste parce que ça va être chiant comme vidéo pour vous, mais pour en lire deux autres, il y a Kelnaka est tué parce que du coup Trinity le déconnecte des 50 sorcières. Mais si ça c'est pas une facilité scénaristique de Maboul, c'est-à-dire qu'elle déconnecte le Jedi Wookiee et ça tue toutes les sorcières. Mais ça paraît pas débile à quelqu'un. Le truc, c'est qu'il ne peut pas la déconnecter, puis les autres, ils sont dans les vapes. Non, ils ont carrément mis leur essence vitale dans le cerveau. Donc, 50 sorcières ont mis l'essence vitale dans le Wookiee, et du coup, Trinity va les tuer. Et en plus, ils sont considérés comme des méchants, les Jedi, parce qu'elle a tué quelqu'un
qui était en train d'essayer de les tuer. Enfin, c'est encore une fois, la construction n'est pas maligne. Et je vais donc sur ma deuxième partie de critique autour du scénario. C'est qu'en fait, on a déjà connu des contenus de mauvaise qualité avec Star Wars. Le Book of Boba Fett, c'est pas bon. Je me suis ennuyé à le regarder. Il y a des scènes un peu cringe avec les Power Rangers, là, où ils sont avec ces acolytes qui sont sur En scooter. c'est en scooter de toutes les couleurs et tout. Bon, c'est un peu nul, on s'ennuie. J'ai pas crisé et je pense pas que les gens ont cassé leur écran devant Book of Boba Fett de la mauvaise qualité. Le problème, c'est que là, je pense que ce qui met clairement de l'huile sur le feu sur The Acolyte, c'est que déjà la communauté Star Wars a des gens qui sont très 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 stressés que le lore soit respecté et tout. Ça, c'est un fait. Mais le truc, c'est qu'à côté de ça, on a une showrunneuse qui s'est mis en face vraiment de je suis la showrunneuse. Elle dit dans des interviews c'est ma série. Donc elle est là pour vraiment une personne pour personnifier la série et ses choix. Et on a quelqu'un qui est, à mon avis, très mauvaise communicante et maladroite et tout. Donc j'essaye de prendre un peu ce qu'elle dit avec des pincettes, mais fait est qu'elle nous dit des trucs qui sont complètement... qui d'un côté nous prend pour des débiles, et je vais vous lire certaines de ses réflexions, et de l'autre, je trouve, sont très nocives pour ce qu'est Star Wars. Et c'est là où, en fait, quand je me demandais pourquoi est-ce que Book of Boba Fett, j'ai juste pas aimé, puis je suis passé à autre chose. Là où The Acolyte, franchement... j'ai eu envie de faire un petit break de contenu Star Wars pendant quelques temps parce que je trouve que ça fait du mal à la licence. Je prends des exemples. La showrunneuse répond à la question de pourquoi est-ce que les Osha et Mae sont donc des jumelles, comme vous avez vu la série, sont la même personne divisée en deux. Elles sont donc des jumelles qui est jouée par la même actrice. Mais pourquoi est-ce que quand on voit Osha et Mae, petite fille, le mot clone n'est pas utilisé dans la série. Mais le truc, c'est que c'est peut-être ça. Le mot clone n'est pas utilisé, mais elles sont plus que des jumelles. C'est la même personne, comme tu le disais. Donc, on peut simplifier pour la vidéo et les appeler des clones. Voilà. Mais en fait, mon point, c'est que donc les jumelles ou clones, comme vous voulez, quand elles sont jeunes, c'est pas le même visage. Donc là, les gens disent, mais est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce qu'ils ont fait n'importe quoi au casting et tout ? La réponse de la showrunneuse. La showrunneuse dit qu'elle a préféré ne pas prendre des jumelles, des vraies jumelles, parce qu'elle avait peur que du coup, les spectateurs ne soient pas capables de différencier les deux jumelles. Là, je me dis, mais elle nous prend pour des teubés. Le truc, c'est que si elle met la même actrice vieille, mais par contre, elle veut pas mettre des vraies jumelles quand elles sont jeunes, parce qu'elle pense qu'on va pas comprendre. Mais, enfin, c'est alors c'est un que vrai moi, problème. j'ai une autre théorie. J'ai une autre théorie que je t'avais dit pendant la diffusion de la série. C'est que pour moi, ils ont juste peut-être pas trouvé les bonnes actrices jumelles, vraiment jumelles, et qu'ils ont trouvé des bonnes actrices qui sont très légèrement qui sont différentes, et ils les ont juste pris. Il fallait juste accepter que c'était pas cohérent, mais c'est tout, c'est comme ça. C'était pas dramatique. S'ils nous avaient juste dit bah voilà, on les a castés parce que on trouvait les deux actrices excellentes, et admettez que ce sont des jumelles et puis passez à autre chose, on est capable de le faire. Ça resterait les propos une de la bêtise. showrunneuse, Mais les propos de la vont pas dans ce showrunneuse sens-là. par contre sont ouf. Les propos de la showrunneuse sont incroyables. Attends, mais il y a pire qui vient. Le truc, c'est que à la question, pourquoi est-ce que quand Mae est dans les pommes, Sol la récupère, mais ne voit pas qu'elle a un énorme tatouage sur le front. C'est quand même elles ont un point de différence, qui est qu'il y en a une qui a un énorme tatouage doré sur le front, et le maître de Osha, qui est un Jedi qui est capable de sentir les gens à des centaines de mètres, ne voit pas et ne sent pas que Mae est Mae quand il la prend avec lui sur le vaisseau. La réponse de la showrunneuse, c'est oui, mais avec ses dreads, elle a caché le tatouage. Non mais elle nous prend pour des débiles. Elle nous prend pour des débiles. Accessoirement, tout ce que je vous dis, vous pouvez aller le regarder vous-même. Il y a 2 interviews que je vais citer particulièrement. La première, c'est une où vous tapez interview Leslie Headland. Headland
Aide-moi Kerr si tu peux regarder. Et donc en fait la showrunneuse, tapez son nom sur YouTube et vous verrez qu'elle a fait une interview avec une journaliste. Qui a l'air d'être t'as dit quoi? Headland. Leslie Headland. Je dis super bien. Leslie Headland. Et du coup, Leslie, donc tapez son nom et vous verrez qu'elle a fait une interview qui dure 28 minutes avec une de ses amies sur YouTube où elle dit ces trucs qui sont complètement fous. Et je fais aussi référence à une de ses interviews sur Collider juste après. Et moi, donc elle nous prend pour vraiment pour des prunes, quoi. Ce qui m'embête pour le problème du tatouage, c'est pas tant parce que l'excuse des dreads qui cachent le tatouage, c'est tout à fait validé. Par contre, ce qui me gêne beaucoup, c'est Sol qui est pas capable lui de griller que c'est pas la même personne. Ça n'a littéralement aucun sens si on se fie au pouvoir des Jedi et à ce qu'ils nous ont montré dans la Haute République dans les bouquins. Ça n'a aucun sens. Et je veux faire court et pas aller trop là-dedans, mais la showrunneuse dit oui, mais en fait, il savait quelque part que c'était pas Mahé. Mais du coup, pourquoi, quand il sait que c'est pas Mahé, il veut retourner chercher Osha? Enfin, il n'y a rien qui tient. Je continue sur des trucs qui, moi, me dérangent plus. Puis, pourquoi il l'attaque? Elle explique. S'il le sait que c'est elle, pourquoi quand tout d'un coup il se met à l'attaquer? Aucun sens. Le truc, c'est que d'une manière générale, après, il y a tout un pan sur les sites qui, moi, me pose vraiment problème. La showrunneuse explique que dans les films, donc dans les films de Lucas, les 1 à 6, il y avait la notion d'être séduit par le côté obscur de la Force. Et elle développe la notion de séduction du côté obscur et elle explique un petit peu qu'elle est un peu sexualisée, ou la tension entre les deux personnages, et que Osha soit séduite par le personnage de Kimir. Et là, j'ai l'impression qu'on commence, et je vais détailler après, on commence à faire des petits pas sur est-ce que c'est une incompréhension? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment intégrer de la sexualité, de la sexualisation dans l'univers de Star Wars? Mais Vador, Palpatine ne séduit pas sensuellement du coup Anakin. Il le séduit dans le sens séduction intellectuelle, pas dans le sens j'ai envie de te voir tout nu dans un onsen naturel. Donc là déjà on commence à se dire mais comment est-ce qu'elle a compris le pouvoir obscur? Et ça commence à poser des questions. Et ensuite elle dit un truc que je trouve extrêmement contre-productif pour tout le monde, y compris pour elle. Elle fait donc dans l'interview de Collider, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller le voir, elle dit qu'elle réfléchissait aux raisons pour lesquelles les Kimir agissaient. Et elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'il veut être comme il est, etc. Donc quand elle commençait à écrire le personnage. Et le truc, c'est que elle dit que sa femme lui a dit, mais de quoi tu veux vraiment parler? De quoi tu veux vraiment que cette série, quel soit le propos de cette série? Et elle dit que, en fait, elle veut que le propos de, ce dont elle veut parler, c'est du fait qu'elle est une femme lesbienne et qu'elle ne peut pas être elle-même dans la société actuelle. Et que c'est pour ça que Kimir nous fait très régulièrement le dialogue de dire « Je veux être libre de qui je suis, vous les Jedi, vous diriez que je suis un Sith, c'est parce que vous ne me laissez pas vivre que je veux... que je mets fin à vos vies et tout. » Et en fait, le truc, c'est que je trouve ça extrêmement maladroit de sa part comme explication, parce que ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Sith, c'est un non-choix personnel, ils sont comme ça parce qu'ils sont comme ça, et que du coup on devrait les accepter. Je rappelle que un Sith, dans le lore de Star Wars, c'est un seigneur noir dominé par son envie de faire le mal, par ses passions destructrices, qui veut tuer des gens. Enfin, je ne vois absolument pas en quoi elle va projeter son identité sexuelle dans qu'est-ce qu'un Sith. Ça me paraît même être contre-productif pour ce qu'elle essaye de dire sur le fait de la liberté d'être gay ou pas. Il y a des choses qui sont projetées en sous-bassement de la série qui sont, à mon avis, les raisons pour lesquelles je me dis mais pourquoi est-ce que ces sites... Parce que maintenant, qu'elle se projette de cette manière-là, ok pour elle. Le truc, c'est que qu'est-ce que ça veut dire pour nous, spectateurs qui regardons la série? D'un seul coup, le site,
c'est quelqu'un qui est plus vraiment un méchant, c'est quelqu'un qui tue des gens, mais qui en fait est justifié parce que il veut être comme il est. Enfin, d'un seul coup, moralement, la série commence à être très grise, voire un peu noire. Et là où, par exemple, je réfléchissais à des séries qui avaient des méchants comme héros. Forcément, on pense tout de suite à Dexter. Dexter, il n'y a jamais de doute. Il est timbré, mais son père lui a mis un code pour qu'en fait, il utilise ce timbré pour aller faire du mal à des gens qui vont faire du mal aux autres. Donc en gros, c'est un double pétri. Il est méchant, mais il va faire du mal à des gens qui sont méchants pour protéger les gens qui sont gentils. Donc ok. C'est moins plus moins égale plus. Là, on est juste en train de faire, c'est des méchants, ils ont envie de tuer des gens, et il faut les respecter, et il faut accepter qu'ils sont comme ça. La showrunneuse parle du triomphe des Sith dans cette fin d'épisode. Elle dit que c'est la victoire d'Osha, cette fin de saison. Et vraiment, j'ai l'impression que, et encore une fois, est-ce qu'elle s'exprime mal ? C'est un fait, il y a plein de fois où elle a dû s'expliquer ou s'excuser en disant qu'elle ne voulait pas dire ce qu'elle a dit, etc. Donc peut-être que, là je suis en train de vous dire les propos d'une interview que vous pouvez lire, hein, si vous avez le moindre doute. C'est sur Collider avec Leslie Headland. Et le truc c'est qu'elle mélange des concepts qui, je pense, sont pas bons pour Star Wars, sont pas bons pour elle, quand je dis sont pas bons pour elle, c'est parce que je pense que ça va à l'inverse de ce qu'elle veut dire en fait. Et du coup, on en revient à, pour moi, le problème de fond. Les personnes qui font cette série sont des personnes qui sont pas bonnes, qui font vraiment des erreurs par bêtise et qui en amènent à des contresens. Du coup, je prends un exemple de contresens. Je fais une série sur les Sith pour pas que ce soit que des méchants qui soient vus comme des méchants et que du coup la série soit trop une ligne droite. Je vais faire que les Jedi soient un peu gris, voire méchants. Donc je vais montrer des Jedi qui mentent. Donc je vais montrer des Jedi où est-ce que c'est vraiment de la légitime défense ou pas ? Je vous laisse au juge. Sauf qu'au final, nous spectateurs, en fait, on nous dit depuis le début que des Jedi, c'est des gens qui essayent de faire le bien, qui, s'ils font un pas de côté, un mensonge et tout, c'est un drame pour toute leur vie. Et là, c'est en mode open bar. Donc, encore une fois, on arrive à un contresens. Et je pense que c'est vraiment ce qui me dérange le plus, parce que j'ai l'impression que cette série, par bêtise, vient casser le lore de Star Wars, et pas n'importe quoi, parce que pour réagir sur ce que disait Kerr, il y a Plagueis, il y a Yoda. On n'est pas sur une histoire de Star Wars qui est dans une planète, quelque part sur une galaxie, un moment dans le temps, et qui n'a pas d'impact ailleurs. Et où ce serait l'univers de la showrunneuse qui serait sur cette planète, et puis vous avez envie de vous intéresser ou pas, tant pis, tant mieux. Le truc, c'est que là, on est sur des trucs qui sont très, 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 très impactants sur le lore de Star Wars. On est sur la genèse des Jedi de l'époque 1-2, des films 1-6. On est sur Plagueis, qui est celui qui commence à mettre... Alors, c'est pas le premier, mais qui est un des maillons du plan de Palpatine, qui aide à la montée des Sith. On est sur la Haute République, qui est une période sur laquelle on a commencé à avoir un nouvel espoir, pour prendre le terme Star Wars, sur des nouveaux moments qui seraient enthousiasmants. Et je trouve que donc cette série a le pouvoir de toucher à plein de choses, le fait très mal, et c'est ce qui, je pense, me déplaît, pour pas généraliser. Mais du coup, en fait, on se retrouve dans un gloubi-boulga, comme je disais en tout début de vidéo, avec des gens qui juste vont mettre des commentaires négatifs parce que ils pensent que la série elle est woke ou pas woke ou machin. Il y a des gens qui juste ont trouvé la série comme Kerr tiède et pas intéressante. Et il y a des gens qui sont juste tristes de voir qu'on fait n'importe quoi avec Star Wars. Donc, et après, il y a des gens qui aiment bien aussi. Hein, mais du coup, ça fait un boxon, comme j'ai rarement vu autour d'une série, sur cette série, parce qu'elle est aussi sur une licence qui est importante pour beaucoup de gens. Et du coup, à moins que tu veuilles réagir, je veux avancer sur mes points d'après, Kerr. Mais non, c'est bon, ce que je veux dire. Oui, et du coup, en fait, là où c'est une série, je pense que je lui aurais mis 6 sur 20 si c'était une série sur un autre univers, etc. Là où, à mon avis, elle fait du mal à la licence, et du coup, je lui mets 2 sur 20. Et
pourquoi je parle de ces notes, c'est pour illustrer le fait que ce soit une série Star Wars et le fait qu'elle vient casser du lore de Star Wars ou casser des notions fortes de Star Wars, je trouve que forcément ça pèse sur le poids global de la série. Maintenant, si on parle de son impact sur le public, pour en arrêter avec la critique, je suis désolé, j'ai fait trop long, je parle avec passion. Le truc, c'est que la série, à l'heure actuelle, donc on a les stats des différentes plateformes qui recensent les audiences sur toutes les plateformes de streaming, les plateformes, on va dire, indépendantes. Là, à l'heure actuelle, donc, on est toujours avec un mois de retard. Donc là, on est entre l'épisode 4 et l'épisode 5, et au moment d'enregistre. Et du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que la série n'est même plus dans le top 10 de Nielsen, pour prendre un exemple. Donc c'est une série qui est après beaucoup de séries, et à la fois sur le classement global, mais à la fois sur les séries originales. Donc qui généralement est beaucoup plus... Enfin, il est beaucoup plus facile pour une grosse série à gros budget, surtout une série qui a été avec autant de communication, d'être dans le top 10. À ma connaissance, une série qui a autant de budget, qui disparaît aussi vite du classement, c'est du jamais vu. Il faut prendre en compte quand même la plateforme où elle est diffusée. Disney+ a beaucoup moins d'abonnés que Netflix, et du coup Netflix sur les programmes originaux forcément torpille totalement la concurrence. Et pour aller exactement dans ton sens, c'est d'autant plus important quand Disney+ met beaucoup d'argent sur une de ces séries, que cette série performe. Et là, ce qu'on voit, c'est que la série, à l'heure actuelle, est la deuxième série la moins vue de l'histoire des séries live action de Star Wars. Elle est en train de... Donc la série qui est la moins regardée, c'est Andor. The Acolyte est juste au-dessus. Le truc, c'est que de ce qui est en train de se passer, la série s'effondre de tout ce qu'on peut voir. La série The Acolyte s'effondre. Et du coup, Andor est en train de repasser au-dessus. Donc The Acolyte sera, pour l'instant, au moment où on fait la vidéo, sera donc la série la moins vue de toutes les live-action de Disney. Et ce qui pose quelques réflexions que je trouve intéressantes. Si on regarde, il y a des gens... Je peux rajouter un mot là-dessus quand même. Un point quand même sur les audiences, parce que je trouve que c'est intéressant et ça montre aussi à quel point il y a une espèce de polémique dans tous les sens autour de The Acolyte. C'est-à-dire que le fait que la série ne fonctionne pas est remis en cause par beaucoup, alors que Nielsen donne juste les chiffres bruts et puis il n'y a pas d'intérêt particulier à mentir. Donc non, The Acolyte ne fonctionne pas. Ahsoka était déjà un échec en termes d'audience, mais c'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres séries Marvel chez Disney qui ont aussi connu de gros échecs, donc c'est très problématique pour Disney+, et l'avenir de la série est en pointillé, parce que rappelons quand même qu'à la différence d'Andor, parce qu'Andor, on ne savait pas qu'il y avait une saison 2, à la différence d'Andor, The Acolyte a été annoncé comme une série en plusieurs parties, dès le début. Donc... Alors, tu parles de la suite, et du coup, c'est sur ça que je voudrais réagir. Il y a quelqu'un sur Reddit qui a fait une petite analyse sur quel est le coût dépensé par Disney pour la vue d'un épisode. Alors, la personne sur Reddit a fait un calcul qui est très simple à faire quand on a les chiffres de Nielsen. J'ai vérifié que ces calculs avaient l'air d'être justes, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas juste quelqu'un sur Reddit quelque part. Et en fait, quand on reprend son système de calcul, en fait, il regarde le budget annoncé d'une série. Il le met en relation avec les vues faites par chacune des saisons de la dite série, pour dire du coup faire une vue. Donc que Kerr regarde une fois la série, ça a coûté combien à Disney? Parce que évidemment le but c'est de dire, on a 9 euros, c'est ça en ce moment Disney+, l'abonnement, 10 euros quasiment. Et du coup, combien est-ce que sur ces 10 euros, quelle est la quote-part de The Acolyte dans le truc? Donc en fait, pour vous donner une idée, Mandalorian, la saison 3, ça a coûté $2 de la vue. Si on prend le budget, on prend les chiffres Nielsen et on regarde. Donc quand Kerr regarde Mandalorian, chaque semaine où il y a eu le Mandalorian, ça a coûté 2 euros à Disney. Et donc, globalement, Kerr, il y a 1 euro de ces 9 euros
qui du coup vont en bénéfice, s'il n'a regardé que ça, sur la plateforme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde sur Book of Boba Fett, $4,21. Série qui coûtait moins cher, qui a moins de vues, mais qui a été coûtée moins cher. Obi-Wan Kenobi, $3 de la vue. Andor, qui est une série qui n'a pas marché, $8,71 de la vue. Ahsoka, $3,81. Et maintenant, The Acolyte, Acolyte, il est à l'heure actuelle le pire, il est quasiment à $9,28 de la vue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Kerr n'a regardé que The Acolyte sur Disney+, ça a coûté donc $36 à Disney+, pour fournir du contenu à Kerr, qui a payé 9€. Donc, on fait le calcul, c'est extraordinairement pas rentable pour Disney de faire The Acolyte pour qu'on revienne sur la plateforme pour regarder The Acolyte. Ouais, alors, moi, je vais juste faire je suis perplexe. Je suis quand même perplexe. Kerr, je vais juste faire une petite astérix avant que tu réagisses. La petite astérix, c'est que ces chiffres sont issus d'une entité externe à Disney, donc peut-être que ces chiffres sont faussés, que Nielsen compte trop de vues ou pas assez de vues et que ça change, mais ça donne des tendances et ça donne la tendance que The Acolyte a fait perdre potentiellement énormément d'argent à Disney+. Je te laisse, désolé Kerr, je voulais juste préciser ça. Le sérieux de Nielsen n'a pas à être mis en cause. Là où moi j'ai quand même je suis très perplexe sur tous ces chiffres-là. Le calcul est bon, ok, très bien, ça veut dire des choses peut-être, mais pour moi en fait j'ai quand même un doute sur le fait que ça veut dire quoi que ce soit. Nielsen et n'importe qui d'ailleurs, Disney non plus, ne sait pas combien de personnes sont devant le canapé quand ils regardent l'épisode. On ne sait pas réellement le coût de la série. Donc en fait, alors, pour moi, tout ce qui est lié à ça m'intéresse pas en fait. Alors, ça t'intéresse pas ça donne une ça m'intéresse tendance... pas ton analyse. Ce qui m'intéresse pas, c'est que tant qu'on ne saura pas réellement le coût des budgets, moi je te redis, vraiment les budgets, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui, c'est juste de la com ou une manière de justifier, comme tu l'as expliqué plusieurs fois dans les news, des accords avec des États pour des crédits d'impôt, etc., etc. On est vraiment aujourd'hui dans une espèce de course regardez, c'est moi qui ai la série la plus chère. On s'en fout complètement que tu aies la série la plus chère. La seule chose qui nous intéresse, c'est que tu es la meilleure des séries. Si tu claques 3 milliards dans une série où vraiment tu nous ponds une bouse, félicitations à toi, tu auras claqué 3 milliards pour nous pondre une bouse. On n'est pas là pour parler des anneaux de pouvoir. Le truc, c'est que le truc, c'était complètement gratos, désolé. Du coup, non, mais à l'inverse, une série qui aurait coûté 3 cacahuètes et demi, Le Visiteur du Futur, une série web série française, j'ai 10 fois plus kiffé regarder Visiteur du Futur que The Acolyte. Le truc, c'est que moi, mon point, c'est de dire en plus, ces calculs ne prennent pas en considération le budget marketing qui a dû être colossal. Donc, ça donne juste une tendance et il ne faut pas prendre ça pour autre chose qu'une tendance. Mais c'est vrai que ça laisse sous-entendre qu'il y a beaucoup d'argent de perdu autour de The Acolyte. Même si son budget est grossi, mais il faut rajouter la com. Bon, ok. Et du coup, on en vient et on revient à ton point Kerr de la saison 2. La série a été déjà annoncée en ayant plusieurs parties. La showrunneuse, dans de nombreuses interviews, a déjà parlé de ses pistes créatives sur la saison 2. Saison 2 qui est censée être avec Darth Plagueis, sur lequel il y a plus d'intérêt. La première une des dernières scènes qu'on voit, où on voit du coup Yoda et Venestra, donc comment est-ce qu'ensemble ils vont gérer ces informations-là, et la mort de tous ces Jedi, hein, j'entends. Et le truc, c'est que il y a aussi plein de discours de la showrunneuse autour de ce couple tragique qu'est potentiellement Osha et Kimir, puisque on sait qu'ils sont pas là là je reprends ses propos, elle dit vous savez qu'ils ne sont pas là sur la menace fantôme, donc vous pouvez supposer qu'il leur est arrivé des trucs. Et en fait le truc c'est que donc il y a une saison 2 qui a soit été écrite, soit qui a été pré-développée, etc., etc. Souvent, en plus, quand les premières saisons coûtent du blé, c'est parce qu'en fait, ils prévoient des costumes et des choses pour que ça puisse être utilisé sur plusieurs saisons. Et là, on en vient à un gros problème qu'a Disney, et je sais vraiment pas comment ils vont s'en dépêtrer. À peu près au même moment dans la vie de la série de The Acolyte aujourd'hui, quand on était sur Andor qui était
pas un succès du tout d'un point de vue public, mais qu'il était d'un point de vue critique. Et du coup, ils avaient déjà annoncé qu'il y aurait une saison 2. Saison 2 qui vient d'être, dont la fin de tournage a été annoncée, je crois, il y a quelques semaines. Et du coup, Disney, ils en sont où ? Parce qu'en fait, on peut supposer que Disney, il s'attendait à faire une super annonce en disant hey, 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 j'ai une saison 2 Disney+, on vous écoute les fans et tout, c'est pour vous et tout. Sauf que, à l'heure actuelle, la communication qu'on peut voir très régulièrement de pas mal de sites qui ont eu des partenariats avec Disney, soit des partenariats de contenu, je pense à Collider qui a eu des interviews exclusives, et en fait il y a des articles de soutien à la série pour essayer d'encourager les gens en disant participez au hashtag Renew The Acolyte. Donc accessoirement, si vous aimez la série, n'hésitez pas, le hashtag Renew The Acolyte. Le truc, c'est que au final, il y a carrément des sites qui ont fait des articles en disant hashtag Renew The Acolyte est énorme, etc., etc. Je suis allé sur des outils pour mesurer les hashtags. J'ai pas du tout vu un hashtag qui aurait eu beaucoup de... Enfin, il y a plus de personnes que de gens qui parlent de Cult and Click, hein, mais d'un point de vue de taille de série, c'était assez dérisoire. Et la showrunneuse, là, dans une de ses dernières prises de parole, a dit si vous êtes fan, faites-vous entendre, n'hésitez pas à parler à faire le hashtag Renew The Acolyte. Donc en gros, on a vraiment la sensation que là, c'est une espèce de communication presque de crise, on essaie d'encourager des gens sur Internet, s'ils ont apprécié la série, de vraiment se faire entendre pour qu'il y ait un mouvement global de gens qui vont valider la série, pour que Disney puisse la valider. Et ça laisse vraiment penser que tout est mis en place financièrement et en termes de production pour que la série soit confirmée une saison 2. Sauf que là, la campagne pour dire Renew The Acolyte n'a pas l'air de marcher. Au moment où on parle, en tout cas, il n'y a aucun mouvement de masse. Donc, s'il n'y a pas de mouvement de masse sur Renew The Acolyte et que Disney valide, il risque de se reprendre un backlash plus qu'autre chose et de remettre beaucoup d'argent pour en perdre beaucoup, ce qui n'est pas du tout l'optique de Disney, dont je rappelle, l'action en bourse a grandement chuté ces dernières années. Donc en fait, ils sont dans une situation assez impossible et j'ai envie de dire, ils se sont en plus tirés des balles dans le pied. Pour reprendre Collider, il y a plein d'autres sites que Collider, mais j'ai voulu faire exprès de vous prendre un site particulier pour que vous puissiez avoir facilement des articles quand vous allez dessus. Il y avait un article qui s'appelait « Le problème de Star Wars, c'est les fans ». Et du coup, en fait, et de donner du contenu exclusif à un site qui fait ce genre de promotion, ça donne pas envie aux fans de Star Wars de dire « s'il vous plaît, renouvelez-moi la série ». Donc, ce serait un aveu d'échec colossal. C'est-à-dire après tout le backlash, après avoir soutenu tout le casting suite à ce review bombing qui au début, quand on n'a pas vu l'épisode, review bomber la série, c'est franchement pas faire. Le truc, c'est que... Non, mais même quand t'as vu l'épisode, si la raison de pourquoi tu détruis la série est puant, il n'y a pas ça, de je l'ai pas précisé parce que c'est évident. C'est évident. Évident que là, nous, on ne se base que sur la qualité d'une série. Enfin, pas... Non, mais bien évidemment. Et alors, il y a d'ailleurs, et ça permet de faire un point sur le review bombing qu'a eu House of the Dragon ou qu'a eu The Acolyte, c'est des gens qui disent oui, mais alors du coup, ça veut dire que un review bombing, pour vous, c'est juste des gens qui n'aiment pas. Non, un review bombing, c'est pas ça. Un review bombing, c'est une tonne de notes qui est la plus basse possible en très peu de temps sur une série, un jeu, un film, peu importe. C'est ça un review bombing. Quelqu'un qui a pas vu, qui a pas aimé une série, un épisode, un film, peu importe, quand il lui met une note, c'est relativement rare, sauf quand la personne c'est soit meilleur film ou pire film de sa vie, il met une note basse. Tu vois, toi, tu as vraiment pas aimé et tu as dit qu'en plus tu lui avais enlevé un point ou 2 points parce que c'était du Star Wars, tu lui as pas mis 1 sur 10. Moi, j'ai trouvé que la série ne m'avait pas du tout intéressé. Je vais lui mettre 3, 4 sur 10. À aucun moment, je me suis dit, cette série mérite 1 sur 10. Donc, quand on a une tonne de notes qui est 1 sur 10 sur IMDb, comme il y a pour The Acolyte ou House of the Dragon, c'est un review bombing. Et la raison
très souvent est puante. C'est un fait. Voilà. Après, Et le truc, c'est il y a que juste toute une autre partie de la communauté c'est entièrement vrai qui sur le aime début pas de la la série. C'est entièrement vrai sur le début de la série. Maintenant, il y a aussi en masse des gens qui ont dit qu'ils allaient mettre des mauvaises notes, enfin la note minimum, pour être sûr qu'il n'y ait pas de saison 2 parce qu'ils n'ont pas aimé ce qui se passait avec le lore. Bon, la raison, c'est alors là, pas pour le coup, l'outil non, ne sert d'accord. pas à ça. La raison mais, pour le coup est moins puante, mais par contre, ça reste toujours un review bombing. Oui, ça c'est sûr. Donc du coup, le truc c'est que je sais pas dans quoi va partir Disney. Je sais peut-être qu'ils vont laisser les choses se faire. Ils vont attendre Noël, ils vont attendre 8 mois, 9 mois et voir si la série fait des vues sur la durée, parce que c'est aussi une possibilité. Ou on va enfin ne plus entendre parler de la série et puis juste Disney ne confirmera jamais et donc la série on comprendra qu'elle est annulée puis c'est tout. Et il y aura peut-être un caméo d'un personnage de tu vois, il y aura peut-être un caméo de Pip dans une autre série pour que les fans de The Acolyte y voient un clin d'œil puis ça s'arrêtera là quoi. Et tu parlais du hashtag qui fonctionne pas sur The Acolyte. Il y a quand même un paradoxe, c'est que la semaine où c'est clôturé The Acolyte, c'était donc la même semaine où c'est clôturé The Boys et où il y a eu donc House of the Dragon, qui étaient donc 3 grosses séries. The Acolyte, en termes d'impression sur Twitter, est de très 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 loin devant. Hein. Donc les gens en parlent énormément. Mais en effet, pour plein de raisons polémiques, qu'on a évoqué ici. Bon. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop long. Bon, je sais, de vous à moi, c'est sûr, j'ai été trop long. Mais j'ai essayé de vous donner un petit peu de biscuits, d'informations autour de la série. Pas que sur mon avis, sur le point de vue de la showrunneuse et aussi sur le potentiel avenir de cette série. Voilà. Après, c'est vrai qu'à titre personnel, si cette série sombrait dans l'oubli, et que du coup, en fait, ce qui s'y est passé ne soit plus vraiment considéré comme faisant partie du lore, même s'il y a beaucoup de gens qui disent elle a cassé Star Wars et tout, elle n'a pas cassé Star Wars. Hein. Je suis au courant qu'il y a le Jedi qui n'a pas le bon âge, etc. Mais c'est déjà arrivé dans Star Wars qu'il y ait des trucs comme ça. Hein. Mais c'est surtout que là, on sent que ça glisse, quoi. Ça glisse vraiment très très mal. Du coup, arrêtons les frais. Voilà, merci à tout le monde. Moi, il y a quand même un truc, mon cher Greg, qui me frustre un petit peu, c'est que j'ai pas eu le droit à un petit jeu de mots et j'avais besoin de ton aide. J'aimerais savoir si Lee Jung-jae, donc qui joue au sol, a tenu des propos incohérents dans la promo, des trucs vraiment qui t'ont choqué ou pas. Écoute, non, ça a l'air d'être un donc gars il a pas fait de déclaration hors sol. Voilà, c'est tout pour moi. Non, ça a l'air d'être un gars qui est bien enraciné, tu vois. Voilà, c'est le moment où nous aussi, il faut qu'on sombre dans la fin de la vidéo. Des bisous à tous. Si vous mettez des messages pas gentils pour être pas gentils sur la série, ça sert à rien. On peut ne pas aimer la série sans que ce soit pour des mauvaises raisons. Et voilà, il y a littéralement beaucoup de très bonnes raisons de pas aimer la série, pas besoin d'aller en chercher d'autres. C'était la. Et on peut aussi aimer la série. Et on peut aussi aimer la série. J'ai des copains qui aiment bien la série. J'en ai peu qui aiment bien la série. Il y a plus de copains qui aiment pas la série. Non, mais il y a des gens qui aiment bien. Mais il y a quelques-uns. Il y a tout à fait louable. Il y a Red qui était venu pour nous parler de la Haute République, qui à de nombreuses reprises m'a dit qu'il aimait quand même beaucoup la série, qu'il avait eu le palpitant sur certaines scènes de combat de sabre. Et je le comprends à 200%. C'est pas pareil Star Wars que le reste, mais moi de mon point de vue, vous l'avez eu, et du coup chacun a le droit d'avoir son avis. Des bisous à tous. Et quand t'as dit à Red que tu n'aimais pas la série, est-ce qu'il était vert de rage? Très bien, et bah du coup, c'est avec ces vannes-là, tu vois, on est marron sur YouTube. Des bisous à tous, ciao ciao. Ciao.